secondes, il hésite. Puis, il se dirige vers un hôtel. Et plus rien. Il disparaît. Mais 24 heures plus tard, il réapparaît à Pékin. Il voit. Cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des PDG les plus puissants de la planète. Et aussi le prisonnier le plus surveillé du Japon, Carlos Ghosn. Carlos Ghosn est désormais un fugitif international. What a twist this is. C'est l'évasion la plus spectaculaire de ces dernières années. Un coup de maître préparé pendant des mois dans les secrets absolus dont la réussite va reposer. Depuis son plus jeune âge, il a une obsession, devenir PDG. Après avoir fait des écoles prestigieuses à Paris, le jeune homme d'origine libanaise rentre chez Michelin à peine 24 ans. Après 18 ans de bons et loyaux services, il quitte le bonhomme blanc pour le fleuron de l'automobile français Renault en 1999. Renault noue une alliance avec l'entreprise japonaise Nissan. Renault prend 34% du capital de Nissan pour 33 milliards de francs. Sauf qu'à ce moment-là, Nissan va très mal. Un homme est alors appelé à la rescousse. Pendant au Japon, sa mission, redresser le constructeur au bord de la faillite. Son plan clair, Tenter de bousculer les mentalités, passer à l'unanimité et s'abuser du vertige. le plan est brutal, mais efficace. En 2 ans à peine, l'entreprise repasse au vert avec près de 330 milliards de yens de bénéfices nets, le chiffre d'affaires de Nissan explose à un point tel qu'il finit même par dépasser de 2 fois les résultats de Renault. Carlos Ghosn a fait de Nissan l'un des constructeurs les plus rentables au monde. Avec M. Ghosn, l'image de nos voitures a changé. On attire à nouveau les jeunes et les femmes. Les clients ont un nouveau plaisir à venir chez Nissan. En 2001, il prend la tête de Nissan et 4 ans plus tard, il devient PDG de Renault. Carlos a réalisé son rêve d'enfant et il est au sommet de sa gloire. Alors, le Cost Killer, littéralement hors de tout, devient une véritable star au Japon. Son visage est partout, dans les journaux, à la télévision, et il devient même un personnage. 15 000 petits seulement 5 ans, dont ce manga, une bande dessinée racontant son aventure industrielle. On continue les livres et les articles qui lui sont consacrés. Il est une référence, un modèle. Pour Carlos, c'est la belle. Mais s'il était loin de se douter que 20 ans plus tard, le homme qu'il avait appelé comme sauveur allait se retourner contre lui. 19 novembre 2018. Le jet privé de Carlos Ghosn, en provenance du Liban, atterrit discrètement à l'aéroport international Haneda de Tokyo. La routine pour l'homme d'affaires, mais cette fois, quelque chose cloche. À peine l'avion immobilisé, le procureur japonais monte à bord. Il tire les flots et ferme les cuisines. Ce sera la dernière fois que le PDG sera vu en public. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de cet avion? Et surtout, où est Carlos Ghosn? Eh bien, Carlos Ghosn, il est là, dans cet imposant bâtiment situé à l'est de Tokyo, la prison de Kosugi. C'est ici, parmi 1758 détenus, que Carlos Ghosn est emprisonné. Dans cette prison, le PDG déchu raconte avoir vécu un enfer. Un isolement total dans une cellule de 6 mètres carrés où la lumière est allumée 24 heures sur 24 pour surveiller tous ses faits et gestes. La chute de celui qui fut le dieu de l'automobile est vertigineuse. 130 days in prison, solitary confinement, tiny cell without window, light day and night, shower twice a week. Tried to ask to have more, they said no. Mais pourquoi les autorités japonaises ont décidé d'enfermer Carlos Ghosn? Eh bien, Carlos est accusé entre autres de abus de confiance aggravé, non-déclaration de revenus, on parle de 70 millions d'euros non déclarés entre 2010 et 2015, et enfin, il est accusé de détournement de fonds de Nissan à des fins personnelles. Ce qui ressort le plus, c'est cette fête d'anniversaire organisée le 9 mars 2014 à Versailles pour ses 60 ans. Coût de la soirée, près d'un demi-million d'euros qu'il aurait payé avec l'argent de la boîte. Toutes ces accusations, Carlos les nie en bloc. I am innocent of all the charges. Mais dans un pays où le
parquet est extrêmement sélectif dans le choix de ses dossiers, être poursuivi en justice signifie presque toujours être condamné. En avril 2019, après plusieurs détentions provisoires, la justice japonaise accepte finalement de le libérer sous caution. Et le prix de sa liberté conditionnelle après plus de 3 mois de prison, 1 milliard de yens, soit 12 millions d'euros. Pour autant, il n'est pas complètement libre. Assigné à résidence, il s'installe à Minato, l'un des quartiers résidentiels les plus chers de Tokyo. Sa maison, ses allées et venues, ses communications, tout est surveillé 24 heures sur 24. Ses 3 passeports, français, brésiliens et libanais, lui sont confisqués. Une idée germe alors dans sa tête, fuir. Pendant 6 mois, il fomente un plan d'évasion rocambolesque. Le 29 décembre, à 14h30, Carlos Ghosn quitte donc sa maison. Il se dirige par la suite en direction de l'hôtel Grand Hyatt, à la chambre 933, où l'attendent ses 3 complices, 2 anciens militaires, proches du couple Ghosn et le fils de l'un d'entre eux. Georges-Antoine Zayek, un franco-libanais expert en sécurité privée et ex-combattant de la milice chrétienne des forces libanaises. Michael Taylor, un Américain, ex-membre des forces spéciales de l'armée de terre, spécialiste de l'exfiltration d'otages. Et son fils, Peter, 27 ans. C'est Taylor et Zayek qui seront surveillés plus tard par les médias, mais par tous. Cette rencontre à l'hôtel Grand Hyatt, elle est organisée depuis des mois. C'est Carole, Il parle d'une évasion. intermédiaire entre son mari et Michael Taylor. US Special Forces here to rescue. Pendant des semaines, les 2 hommes discutent sur un téléphone clandestin. Ils vont envisager plusieurs scénarios d'évasion. La première option, c'est la voie de la mer, en prenant un bateau vers le Liban. Problème, le trajet serait beaucoup trop long et donc plus de risques pour Carlos de se faire attraper. Deuxième option, l'avion. Déguisé en steward, Carlos pourrait théoriquement quitter le territoire par les airs. Mais là encore, le plan est abandonné. Il est trop connu au Japon, le moindre regard, la moindre reconnaissance ferait échouer toute l'opération. Reste une dernière idée, la plus folle. Se cacher dans une malle. Le 29 décembre, Peter prend l'avion vers la Chine. Pendant que Carlos, Michael et Georges-Antoine sautent dans un Shinkansen direction Osaka. 2h30 plus tard, ils arrivent au Stargate Hotel, près de l'aéroport du Kansai. Et c'est à l'intérieur de cette chambre, la 4609, que tout va se jouer. Carlos fait face à une grosse malle prévue pour le transport aérien du matériel de nuit. Elle a été spécialement aménagée pour contenir son corps et plus de 70 trous ont été percés pour qu'il puisse respirer. Il se glisse à l'intérieur et les complices le couvrent d'un drap. Il sera son seul camouflage au cas où la malle est ouverte par la sécurité de l'aéroport. Les barbouz, déguisés en musiciens, ont une couverture bien rodée. Ils se présentent comme un groupe de musique qui part faire un concert en Turquie. Pour être plus crédible, ils transportent, en plus de la malle contenant l'ex-PDG, une deuxième malle contenant des amplis ainsi qu'un étui de guitare. Ils se dirigent alors vers le terminal des jets d'affaires de l'aéroport d'Osaka. Toute l'opération se joue là. Réussir à passer la sécurité sans se faire attraper. I made the box big enough anyway where a wooden foot fit through the X-ray, and I left it open. No locks on it. Les hommes n'ont pas choisi cet aéroport et cette date par hasard. Pendant le repérage, ils ont noté qu'il était moins surveillé que les autres aéroports du Japon. D'autant plus pendant cette période de fête où la sécurité est assurée par des remplaçants moins regardants. Les acolytes échangent quelques secondes avec la sécurité et ça passe. La malle est transportée dans une soute du jet privé affrété spécialement par les complices. Il est 23h09, le jet décolle, direction Istanbul. Une fois l'espace aérien japonais franchi, les complices sortent enfin Carlos Ghosn de la malle. Tout se déroule comme prévu. Le lendemain, à 4h31 heure locale, l'avion atterrit à Istanbul. Cette fois, plus besoin de caisse. Carlos, le visage découvert, prend le deuxième jet. Sous une pluie battante, il traverse le tarmac, 40 mètres à peine, et grimpe dans l'avion qui doit l'emmener vers sa destination finale, le Liban. 1h30 plus tard, il atterrit à Beyrouth et retrouve sa femme Carole. Pour s'échapper du Japon, l'ex-PDG aurait dépensé au total 7 millions de dollars. Carlos Ghosn s'est échappé. Seulement 3 jours après son arrivée, Carlos est visé par un mandat d'arrêt de la justice japonaise.
forcément un fugitif. Et 6 ans après, l'ancien patron n'a jamais quitté le Liban où il mène un train de vie plutôt luxueux. Villa, yacht de 40 mètres de long, il donne même des cours de gestion de crise avec. Quant à Michael Taylor et son fils Peter, ils ont été arrêtés aux États-Unis en 2020, puis livrés au Japon. Ils ont été respectivement condamnés à 24 et 20 mois de prison ferme. Le dernier complice, lui, est toujours recherché. Mais pourquoi? Alors qu'on sait très bien où il est, Carlos Ghosn est toujours anonyme. Déjà, il faut comprendre ce qu'est un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt, il est toujours national. Au départ, c'est de la justice d'un pays. Il est né. Et si vous diffusez internationalement, ça se fait via un organisme qui s'appelle Interpol. Et alors, on parle de mandat d'arrêt international. Et pour relayer les mandats d'arrêt, Interpol, l'Organisation internationale des polices criminelles, utilise un outil, la notice rouge. Et ça, c'est la notice rouge reçue par le Liban le 2 janvier 2020. Par cette notice, le Japon demande au Liban de le localiser, puis de procéder à son arrestation provisoire dans l'attente de son extradition, c'est-à-dire de sa remise aux autorités japonaises. Mais alors, pourquoi le Liban ne fait rien? En fait, s'il a choisi ce pays, c'est parce qu'il bénéficie d'une double protection. Tout d'abord, il n'y a pas d'accord d'extradition entre le Liban et le Japon. Ces accords permettent d'extrader des personnes au cas par cas entre les pays signataires après une décision de justice. Ensuite, le deuxième avantage de Carlos Ghosn n'est pas des moindres, c'est qu'il a la nationalité libanaise. Or, le Liban, comme de nombreux autres pays, n'extrade pas ses ressortissants. D'ailleurs, s'il avait choisi la France, il n'aurait pas non plus été extradé puisqu'il possède la nationalité française et que cette règle s'applique aussi chez nous. Certains pays peuvent extrader leurs ressortissants, à l'image des États-Unis qui ont déjà mis Michael et Peter Taylor au Japon. Mais ça reste une exception. Mais du coup, si la majorité des pays n'extradent pas leurs ressortissants, à quoi ça sert d'avoir des accords d'extradition? Déjà, ça permet d'extrader des personnes étrangères qui résident dans le pays. Dans l'Union européenne, le mandat d'arrêt européen facilite l'extradition des nationaux. On a vu demandé par exemple la justice allemande et la France va, dans le cadre de l'exécution du mandat d'arrêt européen, remettre ces Français peu importe qu'ils soient français. C'est une extradition est une procédure très lourde, difficile à enclencher et qui se fait au cas par cas. Concrètement, la notification est d'abord examinée par des acteurs diplomatiques comme le ministère des Affaires étrangères ou ceux de la justice par exemple. C'est d'abord cet échelon ministériel et diplomatique. Ensuite, il y a l'autorité judiciaire qui va durer longtemps en Europe. Et là aussi, ça dépend des procédures et des droits en vigueur dans chaque pays. Les autorités compétentes examinent de nombreux points pour savoir si oui ou non l'extradition de la personne est possible. Quelle est la nationalité? D'abord, l'existence d'une convention internationale. Laquelle? Est-ce que lorsqu'elle sera remise, un procès équitable adviendra ou pas? Il y a aussi la question de l'âge. La personne est-elle trop âgée? Est-elle en bonne santé? Risque-t-elle de mourir si elle est extradée? Mais en fait, l'extradition, c'est un atout politique. C'est déjà arrivé en France que la justice dit oui et que le Premier ministre dise non. Parce qu'entre-temps, il se passe quelque chose pour l'aggravation de l'état de santé. Ou des tractations diplomatiques, politiques. En 2008, le Premier ministre François Fillon signe le décret d'extradition de Marina Petrella, condamnée à perpétuité pour complicité de meurtre d'un policier. Mais quelques mois plus tard, le président Nicolas Sarkozy annonce que l'extradition n'aura finalement pas lieu. Officiellement, sa décision serait motivée par l'état de santé de la militante. Mais en coulisses, Carla Bruni et sa sœur Valérie Bruni-Tedeschi auraient fait pression pour empêcher cette extradition. Aujourd'hui, même s'il se bat pour la suppression de sa notice rouge, Carlos Ghosn est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt japonais. Je suis avocat de personnes qui ont encore longévité et je vois que souvent le pays n'abandonne pas. Si la loi libanaise reste la même, Carlos Ghosn peut finir sa vie au Liban. Sauf qu'en réalité, Le fugitif que tu vis, c'est extrêmement rare. Sincèrement, ce sont des choses qui font que un mandat d'arrêt européen, c'est une situation extrêmement. depuis 2022, il ne peut même plus circuler en France sans risquer d'être arrêté car 2 mandats d'arrêt français ont été confirmés. Le premier, dans le cadre d'une enquête pour abus de biens sociaux et blanchiment. Le deuxième, dans le cadre d'une information judiciaire pour corruption et trafic d'influence.
passer en conduite autonome. 自动驾驶功能。Toutes les informations s'affichent sur l'écran central. 另外， La conduite autonome offre des fonctions comme l'évitement automatique 功能说 ou le freinage d'urgence. Cela améliore vraiment la sécurité en ville. 驾驶的安全性也是非常有帮助的。相比于 Il y a encore 5 ans, on ne voyait quasiment pas de véhicules électriques en ville. 新能源车从几乎看不见。 Même si la Chine reste le plus gros pollueur mondial, avec près de 30% des émissions de dioxyde de carbone, le pays a amorcé sa transition énergétique. Les visiteurs peuvent y découvrir les dernières innovations, comme cette supercar. Abdelkader, on va éteindre la télé, on va se coucher. Ça déjà il faut aller. Ouais, on n'a même pas mangé. Un gadget qui permet de filmer sa voiture tout en roulant. Faire la course technologique en tête est la principale préoccupation de Stelani, la vice-présidente du groupe. BYD est en fait une entreprise d'ingénieurs. Les inventions qui nous relèvent. Plus de 10% de salariés travaillent dans le domaine de la recherche-développement. Cela représente 120 000 ingénieurs. C'est 6 fois plus que chez leurs concurrents américains, Tesla. Parmi leurs dernières inventions, C'est intéressant. Tout à fait. C'est avec les drones. Hein. Mhm. Ta chaleur là-bas. Il y a 22 ans, quand il crée son entreprise, son PDG, Wang Changfu, n'y connaissait rien à l'automobile. Son domaine, c'était les batteries de téléphone portable. Il fournit à En 2003, le marché automobile chinois a connu un véritable boom, avec une croissance de plus de 60%. Représenter l'avenir. 1,3 milliard de Chinois allaient avoir besoin d'une voiture. C'était une opportunité immense. Allez, à la niche, midi là. Tu te rappelles quand il disait à la niche? Mm. Je disais, allez, calme, c'est l'heure d'aller à la niche. Tout à fait. Tu me dis, mais non. Et puis je dis, ah. Mon petit, je dis à la niche. Je dis, mais non, je vais pas aller. Mhm. Tu regarderas demain. Non plus, je sais pas à quelle heure tu pars. À midi. Mm. Tu vas dormir là-bas?